Bonjour, alors dans cette vidéo je vais aborder le sujet des démarches d'investissement thématiques. Alors les démarches d'investissement thématiques, ça peut être décider de privilégier dans ses choix d'investissement un secteur d'activité en particulier ou bien un pays en particulier pour diverses raisons. De façon générale, moi, je n'ai pas trop d'a priori lorsque je fais des screenings de marché. Je n'élimine aucun secteur en particulier. En général, je screen tous les secteurs d'activité et puis tous les pays, tous les marchés auxquels j'ai accès avec les brokers que j'utilise. Comme ça, ça me permet de ne pas éliminer d'opportunités parce que je me dis, bon, même sur un secteur qui a priori entre guillemets mauvais ou qui est en perte de vitesse totale, tant qu'il y a des entreprises qui existent sur ce secteur et qui gagnent de l'argent sur ce secteur, il peut y avoir quand même une opportunité si les valorisations sont basses. Alors maintenant, si on décide quand même d'utiliser parfois une approche thématique, le problème c'est que l'immense majorité des investisseurs, ils vont le faire d'une mauvaise façon. Donc en fait, ils vont acheter une sorte d'histoire future, ils vont acheter un rêve, ils veulent ils vont chercher quels sont les secteurs qui pourront avoir une super croissance sur les 10-15 ans qui viennent, et ils se disent si j'investis sur ce secteur, je pourrais devenir très riche parce que le cours de mes actions va exploser grâce à la croissance de ce secteur. Alors derrière cette conception, il y a quelques figures psychologiques qui sans doute influencent beaucoup les investisseurs et les poussent à aller dans cette démarche, qui sont le succès des grands entrepreneurs du secteur techno des années 2000-2010, donc les Bill Gates, Mark Zuckerberg, plus récemment Elon Musk. Et donc les investisseurs ont envie de s'identifier à ce type de success story et de personnes et vont donc privilégier, comme je vous dis, le futur, les approches croissance. Le gros problème de cette démarche, c'est que ça fonctionne chez une catégorie d'investisseurs qui sont les insiders et les initiés, c'est-à-dire ceux qui connaissent parfaitement le secteur d'activité dans lequel ils opèrent parce que ce sont les professionnels, les entrepreneurs de ce secteur, donc ils ont accès vraiment avant tout le monde aux informations utiles. Donc ceux-là, lorsqu'ils décident d'investir sur un secteur qui effectivement aura le vent en poupe dans les années qui viennent, ils gagnent de l'argent. Dans une moindre mesure, on a les institutionnels. Les institutionnels, ça va être les professionnels financiers donc ça va être des fonds d'investissement spécialisés sur un secteur donné. On peut avoir par exemple des fonds d'investissement spécialisés sur le pétrole, des fonds d'investissement spécialisés sur l'agroalimentaire, sur la banque, sur les énergies renouvelables, etc. Donc ces institutionnels, ils connaissent moins bien évidemment le secteur que les initiés, que les insiders, mais ils vont le connaître mieux en général que vous et moi, parce qu'ils consacrent beaucoup plus de temps dans leur vie à étudier les fondamentaux du secteur. Et puis en dernier, ce sont les petits épargnants qui arrivent sur le secteur d'activité qui aura soi-disant la très grosse croissance dans les années qui viennent. C'est le moment où on commence à parler dans la presse de ce secteur d'activité. Et là, on a un phénomène, c'est la fin de la vague de hausse en général, on a un phénomène de distribution qui se produit des deux premiers, donc des insiders et des institutionnels, vers les petits épargnants. Alors les petits épargnants, les particuliers qui arrivent en début de la dernière vague de hausse, arrivent quand même encore à faire un peu d'argent, s'ils savent revendre à temps. Mais la plupart vont être perdants parce qu'ils vont acheter vraiment en fin de hausse et ensuite le cycle se retourne avec des valorisations beaucoup trop élevées et ils perdent de l'argent. Donc il faut bien que vous soyez conscient, vous n'aurez, et moi de même, on n'aura jamais
le niveau accès au niveau d'information d'un insider, c'est impossible. On n'est pas des entrepreneurs professionnels d'un secteur donné, sauf peut-être certains d'entre vous. Hein. Si c'est votre cas, si vous êtes vraiment expert d'un secteur donné, bon, allez-y, c'est tant mieux pour vous. Mais la plupart d'entre nous, investisseurs généralistes, ne sommes pas dans ce cas-là. Pour les institutionnels, niveau institutionnel, c'est également très difficile pour un investisseur particulier d'accéder à ce niveau de savoir. Je pense y arriver quand même sur certains secteurs, sur le secteur pétrole-gaz, sur le secteur matières premières, des secteurs qui m'intéressent vraiment parce que je fais beaucoup de recherches là-dessus, j'y consacre beaucoup de temps. Donc je pense que je suis maintenant au niveau on va dire, de compétences d'un gérant institutionnel sur un secteur donné, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, mais je suis loin d'être à ce niveau de compétence sur l'ensemble des secteurs, évidemment. Donc voilà, alors on a quand même un handicap structurel en tant qu'investisseur particulier généraliste par rapport à ces deux catégories-là. Alors la solution face à ce problème, il y a une solution lorsqu'on veut utiliser une démarche sectorielle pour ces investissements, c'est de changer complètement d'approche, de ne plus regarder le futur d'autant plus lorsqu'on parle de futur lointain, d'horizon de temps à 10-15 ans, c'est toujours quelque chose de très incertain à prévoir. Et au contraire, la bonne démarche pour l'investisseur particulier, comme vous et moi, ça va être de regarder le passé et le présent, parce que là sont des choses qui sont certaines, qui sont faciles à trouver. Il suffit d'avoir les bonnes bases de données, d'avoir accès aux bonnes données. Avec Internet aujourd'hui, on a ces données, donc si vous avez accès au passé, aux enseignements du passé sur une longue durée de plusieurs décennies, vous pourrez retourner à votre avantage la situation. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On va commencer par l'uranium. Donc l'uranium, à mon avis, actuellement, il est arrivé dans cette phase-là, ou au moins au début de cette phase-là de distribution aux petits épargnants. Le signe qui ne trompe pas, c'est qu'on commence à en parler dans la presse grand public, des programmes de relance du nucléaire, etc. Et puis vous voyez que ici, les cours de l'uranium commencent à prendre une allure parabolique, comme c'était le cas sur l'année 2006-2007. Et là, ce que je fais, je suis précisément en train de regarder le passé. J'essaye de voir comment évoluer le cours de l'uranium dans le passé. On voit qu'il y a des cycles hausse parabolique suivis d'une correction. On est en train de démarrer une nouvelle phase de hausse parabolique. Ça pourra aller plus haut, hein. On n'est pas encore complètement vertical. C'est très possible qu'on aille ici jusqu'à 150 $, voire même un peu plus dans les mois qui viennent. Mais c'est à peu près certain que ça va casser. Et les ratios de valorisation des actions du secteur uranium commencent à être très élevés. Ici, vous avez Cameco. Donc Cameco, c'est une des entreprises leaders du secteur uranium aux États-Unis. Vous voyez que donc là c'est le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles. Donc vous voyez qu'on a eu un bas de cycle assez long sur l'uranium. On en a eu un autre ici en 2001. Donc ça, on a déjà là encore une fois, je regarde le passé, je retire des conclusions des enseignements du passé. Je vois qu'il y a deux bas de cycle. Il y a eu un haut de cycle et là, sur les valorisations, on est en train de se rapprocher des niveaux du haut de cycle précédent. On n'y est pas encore tout à fait. Donc, comme je vous dis, il y a peut-être encore quelques mois de hausse sur le secteur. Mais si vous êtes investisseur de long terme, vous n'aurez pas envie forcément de rentrer sur le secteur de l'uranium dans la période actuelle. Ça ne veut pas dire du tout que le secteur de l'uranium n'a aucun potentiel. Il a un potentiel certain, vraiment important sur la décennie qui vient. Ça, on connaît déjà l'évolution de la demande. C'est tout à fait prévisible avec les projets de construction de centrales existants. On connaît moins l'évolution de l'offre, les projets miniers qui vont être lancés sur les 10 prochaines années. Donc voilà, on est quand même sur un futur incertain et à mon avis, on aura sur ce secteur prometteur de nouveau des bas de cycle qui se produiront dans les années qui viennent pour pouvoir revenir dans de bonnes conditions à des niveaux de prix attractifs sur le secteur de l'uranium. Un autre exemple que je voulais vous donner, c'est l'action Esso.
Donc l'action ESSO, hein, c'est une valeur, des valeurs que je suis le plus dans la lettre PEA que je propose. Donc c'est une valeur que mes abonnés connaissent bien, hein. Elle est sur un secteur a priori totalement pourri. Donc quelqu'un qui voudrait investir sur ESSO dans une démarche de futur long terme, de super croissance, de gros potentiel, de secteur à gros potentiel, il va fuir le secteur du raffinage et encore plus le secteur du raffinage en Europe. Parce que la demande de pétrole, de produits pétroliers en Europe, a priori sur les 10-15 ans qui viennent, elle a de grandes chances de connaître plutôt une décroissance avec les politiques de transition énergétique, la faible croissance démographique en Europe, le fait qu'on est déjà sur des économies très matures. Donc tout ça, c'est pas bon du tout pour le secteur. Donc secteur a priori qui ferait fuir n'importe quel investisseur à la recherche d'une belle histoire. Et pourtant, ESSO, elle est passée d'un plus bas. Donc en 2020, on a fait un plus bas à 7,50. On est actuellement à 74,45, donc on a pratiquement fait x10, on a pratiquement une 10-bagger en face de nous. J'espère bien que ça va se produire dans les séances qui viennent, parce que je pense pas que le potentiel soit épuisé sur ESSO. En tout cas, vous voyez que c'est quand même impressionnant la puissance de la hausse de cette valeur sur un secteur totalement pourri. Donc surtout ce que je voulais vous dire, hein, n'achetez pas des secteurs, n'achetez pas des valeurs sur la base d'espoirs futurs lointains, faites-le avec les enseignements du passé. Alors les enseignements du passé sur la valeur ESSO, voilà, je vous propose ici de nouveau un graphique de valorisation. Ici c'est le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, hein, de nouveau. Bon, vous voyez qu'en 2020, on était tombé à 0,2, à peine au-dessus de 0,2 fois. C'est évidemment sur une longue période. Donc là, je suis sur le site, l'application coifin.com qui m'a été signalée par un abonné. Et ce site est particulièrement intéressant pour avoir des historiques de long terme sur les valorisations, les ratios de valorisation de valeurs qui peuvent être représentatifs d'un secteur ou pas. Mais en tout cas, donc pour une valeur comme ESSO, elle est évidemment représentative du secteur du raffinage en Europe. Et on pouvait voir qu'en 2020, on avait des ratios de valorisation historiquement bas sur ce titre. Aujourd'hui, on est monté, hein, on arrive à un ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles à 0,5, mais vous voyez qu'on est encore très très loin des hauts de cycle précédents qui se situaient aux alentours de 1,5 fois. Et c'est pareil, hein, sur tous les autres ratios financiers d'ESSO. Donc je pense qu'il y a encore un potentiel de hausse significatif sur cette valeur. En tout cas, on est, à mon avis, plus proche actuellement d'un bas de cycle en termes de valorisation que d'un haut de cycle. Et puis actuellement, on a une conjoncture favorable sur les marges de raffinage avec le conflit Russie-Ukraine, avec les tensions en mer Rouge qui renchérissent le coût de transport des produits pétroliers. Donc ça avantage les raffineurs locaux, les raffineurs européens. Et je peux vous dire que les marges que je vois passer en ce moment sont largement supérieures aux références historiques passées et même largement supérieures aux références de cette période-là. Voilà, je suis assez optimiste sur la suite des événements pour ESSO. Voilà un premier exemple. Deuxième exemple de secteur, enfin de démarche, cette fois-ci thématique, mais par pays, la situation de Hong Kong et de la Chine. Donc, ce sont des pays qui actuellement sont, du point de vue des investisseurs occidentaux, sont mal vus, hein. On est plus ou moins en conflit avec la Chine. Là, on entend beaucoup de choses dans la presse grand public sur le manque de croissance de l'économie chinoise, sur les difficultés de l'économie chinoise actuelle qui sont réelles. Mais en attendant, on a des ratios de valorisation qui sont tout à fait proches d'un bas de cycle, qui sont comparables au bas de cycle précédent, donc comparables au bas de cycle de 2008, au bas de cycle du Covid, de la période Covid, des résurgences de Covid en Chine, comparables à ce qui s'était passé dans les années 2000.
Là aussi, on a des valorisations basses et c'est encore plus vrai sur les valeurs cotées en Chine. Vous voyez qu'on est sur des plus bas historiques en termes de valorisation. Sur ce secteur chinois, sur ce secteur de valeurs chinoises cotées à Hong Kong, on a des opportunités qui sont bien réelles. Alors je vais vous donner un exemple. Il y a une valeur qui s'appelle Tianang Power. Cette valeur Tianang Power, ici, vous voyez, elle se traite à un cours de l'ordre de 6,10 euros. C'est le même niveau auquel elle se trouvait en 2016-2017. Jusque-là, elle n'a pas réalisé un parcours brillant. Il faut dire que le marché de Hong Kong, évidemment, a fortement baissé entre-temps. Mais ce qu'il faut voir aussi sur cette valeur Tianang Power, c'est que les ratios, on va regarder les ratios de Tianang actuellement. Je vais vous montrer par exemple le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles. Vous voyez qu'on est vraiment à des niveaux extrêmement bas sur cette valeur Tianang Power. Donc là, c'est un ratio sur 10 ans. Si je regarde sur 20 ans, c'est encore plus flagrant. Vous voyez qu'on est, on est passé en dessous des points bas de 2009. Donc, lorsque je regarde le passé sur cette société, il y a visiblement une situation potentiellement intéressante sur cette entreprise. Alors maintenant, je vais vous parler de l'activité de Tianang Power. C'est une société qui produit des batteries. Pas spécialement des batteries en vogue actuellement, puisque majoritairement son activité est tournée vers les batteries classiques au plomb, parce que les batteries de démarreurs de voitures thermiques et autres, mais elle commence à développer aussi des batteries pour véhicules électriques, des solutions lithium-ion, et elle a même réalisé un partenariat avec Total Saft pour développer des batteries au sodium, des batteries sodium-ion qui sont l'avenir low cost des batteries lithium-ion. Donc il y a quand même un axe de recherche vers les nouvelles énergies qui est bien présent dans cette société, et elle produit aussi des solutions de stockage d'énergie. Là aussi, par rapport à la transition énergétique, sont des activités intéressantes pour Tianang. Sinon, Tianang Power, on pourrait se dire, si elle se retrouve à un cours aussi bas, c'est qu'il y a un problème. En fait, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on regarde les ratios, vous voyez ici l'évolution du chiffre d'affaires. On était à 14 milliards de yuan en 2015. On est à 85 maintenant, donc on a fait x6 en l'espace de 8 ans. C'est une croissance tout à fait impressionnante et qui n'a rien à envier à celle des meilleures valeurs technologiques. Pour le résultat opérationnel, c'est un peu moins bon, mais enfin, il y a quand même une réelle croissance. Donc on était ici en 2014 à 170 millions, on est ici à 2,20 milliards, mais c'est un petit peu plus haché, c'est normal avec les cycles économiques, mais l'activité est quand même largement bénéficiaire. Et du côté des capitaux propres tangibles, donc vous allez voir l'évolution. On a donc en capitaux propres tangibles, on était à 2,67 milliards de yuan en 2014 ou début de l'année 2015. On est à 14, quasiment 15 maintenant. Donc là aussi, on a à peu près fait x6 en l'espace de 8 ou 9 ans. C'est une croissance des capitaux propres tout à fait impressionnante. Et malgré cette croissance, on est toujours sur le même niveau de cours qu'on était en 2016. Alors évidemment, les ratios de valorisation, du coup, ils sont ridiculement bas. On a, pour l'instant, on est sur, je vais vous les montrer ici. On va regarder les quelques ratios principaux pour Tianang Power. Le PER 3,2, le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA 2,3. Le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, comme je vous le disais, on est à 0,4, donc on a une décote de 60%. Donc ça, c'est quand même, ça c'est un bon exemple à mon avis, de décisions d'investissement qui peuvent se prendre lorsqu'on regarde le passé et le présent au lieu de regarder le futur.
Quand j'ai étudié le passé, le passé et le présent sur cette valeur, a priori, il y a quasiment tous les voyants ouverts. Le seul voyant qui est au rouge, c'est la tendance graphique, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, on est sur une tendance graphique qui reste baissière. Alors c'est tout à fait possible qu'il y ait un supplément de baisse encore sur Tianang si le marché de Hong Kong continue à baisser, si on a un crash ou une grosse correction sur les marchés occidentaux qui entraîne une dernière jambe de baisse sur le marché de Hong Kong. On pourrait parfaitement perdre une vingtaine de pourcents ou une trentaine de pourcents sur Tianang encore, mais pour l'investisseur de long terme qui investit sur un horizon de temps de plusieurs années, je pense que le cours actuel, ça ne devrait pas être un trop mauvais point d'entrée. Lorsqu'on va sur ce type de valeur, évidemment, on n'y va pas pour gagner 20 ou 30%, on y va pour faire x3, x4, on vise une bagarre en bas de cycle et on vise le retournement de cycle. Alors une dernière chose sur Tianang, c'est le dividende qui est distribué. Donc ce dividende, vous voyez que globalement c'est plutôt satisfaisant, il a tendance à bien progresser au fil du temps, à part sur les années en 2014 où il y a eu une petite interruption. Donc là le graphique indique 0,35, en réalité maintenant c'est 0,40, donc ça vous donne au cours actuel un rendement qui est de l'ordre de 7%, donc c'est plutôt sympathique, ça permet là aussi de patienter dans de bonnes conditions si le bas de cycle dure un peu plus longtemps que prévu. Donc voilà pour ces quelques exemples que je voulais vous donner sur les démarches d'investissement thématique. Donc ce qu'il faut retenir, surtout n'achetez pas de belles histoires, méfiez-vous de cette façon de penser qui conduit toujours à des catastrophes en bourse, ou presque toujours. Les investisseurs du secteur hydrogène des 2 dernières années, je pense qu'ils en savent quelque chose, ils ont remarqué les conséquences sur leur portefeuille. Privilégiez toujours les enseignements du passé et du présent. Essayez de trouver les secteurs démodés, les secteurs en bas de cycle, c'est là que vous allez la plupart du temps réaliser les plus gros gains, et surtout de façon en prenant le moins de risques et de façon la plus facile. C'est beaucoup plus facile de trouver des valeurs cycliques en creux de cycle et des secteurs cycliques également en creux de cycle et en passe de rebondir que de trouver des startups techno qui vont faire x100, parce que pour une que vous aurez trouvé éventuellement, vous en aurez 99 ou bien plus qui vont beaucoup vous décevoir. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet de l'investissement thématique et de la recherche de bas de cycle, vous trouverez les liens en dessous de la vidéo. J'ai une formation qui s'appelle Ultra Bagger qui va vraiment traiter complètement ce sujet, et il y a le portefeuille anti-effondrement qui est centré sur les pays émergents et le secteur énergie matières premières, dans lequel là aussi je cherche spécifiquement des actions qui vont se trouver en bas de cycle et qui sont capables de rebondir significativement dans les années qui viennent.